Bonjour, nous recevons aujourd'hui Raoul Ruiz pour son film Les Mystères de Lisbonne. Raoul Ruiz, vous êtes venu plusieurs fois à ce micro. Évidemment, nous avons une grande admiration pour votre travail et particulièrement pour ces Mystères de Lisbonne qui, malgré sa durée de 4h30, mais on ne sent pas le temps passer, c'est un film qui passe très vite, a un grand succès en salle puisqu'il est dans 3 salles à Paris et de plus en plus de salles en province. Sorti il y a un mois, il remporte un vrai succès et évidemment je m'en réjouis, avec une critique unanime, avec le prix de la mise en scène au Festival de San Sébastien, le prix de la critique au Festival de São Paulo et puis ses sélections au prestigieux Festival de New York. Donc c'est un film important pour vous et au départ c'était un feuilleton pour la télévision, un feuilleton qui passera d'ailleurs sur Arte au mois de mars, je crois, de l'année prochaine, en 6 épisodes. En avril, je crois. En avril, avec donc 6 épisodes. Il a été réduit à 4h30. Pour vous, c'était une tentation de faire un feuilleton, parce que vous n'en aviez pas vraiment fait en tant que tel, mais c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé, le feuilleton. Tout à fait. J'ai commencé, j'avais, disons, 2 casquettes. J'écrivais, j'étais scénariste à la télévision mexicaine, à la télévision chilienne. Et de l'autre côté, je faisais du théâtre soi-disant d'avant-garde, ce qu'on appelait à l'époque avant-garde. Donc, voilà, théâtre de l'absurde, ou Brecht, ça dépensait. Tout ça, on l'appelait avant-garde. Ça, c'était l'autre casquette. Elle était la casquette prestigieuse. Et puis, je suis continué dans cette ligne. Mais de temps en temps, j'ai pensé avec une certaine nostalgie au feuilleton, à la structure du feuilleton, aux avantages du feuilleton par rapport à la structure en 3 actes. La fameuse structure du conflit central c'est devenu mon conflit central à moi. Je l'ai combattu toute ma vie. Voilà donc là j'ai des preuves que je m'intéressais, que j'avais fait des propositions. En 87, je crois, au Chili, j'avais fait la proposition à la télévision de faire une novella. Parce que je ne voyais pas la raison pour laquelle elle devait être mauvaise. Il fallait un peu retravailler le dialogue, il fallait travailler un peu les structures narratives, pas les structures feuilletonesques, mais narratives, dans le sens que ça veut dire qu'on donne plus d'importance au hasard que dans une structure à 3 actes, où le hasard, on cherche à le maîtriser ou à l'éliminer si c'était possible. Donc, c'était... comme je me suis intéressé un peu à la logique, des choses comme ça, je trouvais que les feuilletons étaient plus près du modèle non standard de Robinson. C'est Abraham Robinson, c'est le modèle des infinis. Et je connais rien, hein, mais j'ai beaucoup d'amis scientifiques et un grand ami mathématicien. Donc on parle et on s'amuse à traduire certains concepts, certains comportements en mathématiques, de traduire à la fiction cinématographique, au théâtral. Et donc, là, ces modèles, il y a une chose que Robinson appelait le débordement. On passe vers les infinis, les grands infinis. Et puis, on revient en mathématiques de tous les jours. Et se produit un phénomène qu'il appelle débordement. Et je me dis, ça c'est parfait, une fiction où il y aurait débordement tout le temps. Entre autres parce qu'une fiction, si on prend sérieusement la structure des images, les images débordent toujours. Ce qui m'a toujours tracassé dans la manière d'exposer les problèmes de, comment ça s'appelle, David Baldwin. L'essayiste américain David Baldwin, oui. J'ignorais complètement que
que c'était un mot un peu dur, quelque chose comme anéantir, c'est pas le paradigme de Borwell, que je ne savais pas qu'existait. Mais ce que je nie, effectivement, c'est qu'il dit il y a soit le modèle américain, soit le modèle expérimental. Il nie les autres modèles. Les autres modèles sont c'est comme je nie aussi que les empanadas chiliennes soient un vol au vent mal fait. C'est autre chose. Alors, Raoul Ruiz, moi je vois ce film, évidemment votre œuvre est extraordinairement abondante, plus de 100 films, même 115, 110, mais j'aurais tendance à voir ce film un peu dans une sorte de trilogie, dans la reconstitution d'un monde, et ce monde c'est le 19e siècle ou la fin du 19e, le début du 20e siècle, c'est-à-dire le temps retrouvé, évidemment, alors c'est pas du tout adapté d'un feuilleton, mais d'un grand livre de la littérature, Proust. Klimt, une biographie très spéciale, très originale du grand peintre viennois, et ces mystères de Lisbonne, qui évoquent donc la Lisbonne du milieu du 19e siècle. Est-ce que dans la façon dont ces trois films reconstituent un monde, font revivre vraiment le passé, d'une certaine façon rivalisant avec des films comme Le Guépard ou Barry Lyndon. Enfin, on peut y penser dans certains plans, mais en tout cas cette façon de faire revivre toute une époque. Est-ce que c'est comme ça que vous pouvez l'envisager, ou vous avez une toute autre idée de votre film? Comment dire, vous savez, je suis devenu, avec l'âge, un concepteur de mythes. Pour passer mon temps, surtout quand j'ai un peu de... Je dors pas la nuit. Je dors beaucoup, hein. Je dors quelque chose comme 12 heures par jour, mais pas toujours la nuit. Pas toujours la nuit. Et là, je commence à inventer des mythes. Et j'avais inventé... ça c'est récent, c'est la semaine dernière. Et, le mythe est le suivant. Et nous sommes tous morts. Nous ressuscitons chaque jour. Nous prenons les premiers avions et nous voyageons vers le passé, qui est toujours, pour moi, le 19e siècle. Pendant ces voyages, il y a toujours des turbulences. Ces turbulences, c'est les présents. Voilà. Donc, notre présent, c'est un voyage en avion, mais pas comme le croient les chrétiens, vers un avenir radieux, mais vers un passé étrange. Et quand on meurt, peut-être qu'on va rester dans les turbulences à tout jamais. Voilà, donc les problèmes me fascinent de ce point de vue. De ce point de vue, il y en a d'autres mythes. Moi, je ne vais pas vous accabler avec mes mythologies nocturnes, mais qui sont liées à ce voyage qui est passé toujours pour moi le 19e siècle. Je ne sais pas pourquoi. Le 19e au Chili m'intéresse. Encore une fois, je propose chaque fois que je vais au Chili de faire Blestgana, Alberto Blestgana. C'est notre Castelo Branco chilien. Et en France, ça fait longtemps que je veux faire du Balzac. Et au Chili, il y a un élément qui m'intéresse. Mais aussi, dans plusieurs pays, c'est la formation des nationalités dans tous les pays. Non. En France, me disait, je cite... mes sources, Alain Jox dit que la France a été inventée par Victor Hugo, Alexandre Dumas et Michelet. Et en chaque pays, on peut dire la même chose en changeant le nom des écrivains. Et au Chili, c'était Blestgana quelque part. Et là, c'est la formation, ce qui m'intéresse surtout, c'est la formation des élites, des aristocraties, avec tout ce qu'il y a d'arbitraire. Pourquoi, dans certains pays, ou certaines nations, enfin, je crois que c'est au XIIIe siècle, à Venise, en quelque chose comme une semaine, se produit ce qu'il s'appelle la serrata, la fermeture. Et à partir de ce moment-là, les gens s'appellent d'une manière ou d'une autre, mais il y a une espèce de ligne. D'ici vers le haut, au Chili on dit de Bessanilla para arriba, du nom Bessanilla vers le haut, sont tous aristocrates. Vers le bas, non. Et alors, cette formation, cette manière, comment, à la vitesse à laquelle cette chose se produit, et tout le monde croit. Ceux qui détestent et ceux qui aiment. C'est ça que c'est une chose fascinante. Donc, c'est pas forcément de la métaphysique, mais c'est beaucoup de la politique, quelque part.
Mais votre goût du 19e siècle, on pourrait aussi le rattacher à Proust, parce que Proust, d'une certaine façon, est peut-être le dernier grand romancier du 19e, et en même temps le premier romancier du 20e, de la modernité, comme Klimt, qui regarde du côté des pré-raphaélites par un certain côté, il regarde vers le passé et aussi il annonce la peinture moderne. Donc il y a des liens, me semble-t-il, entre ces trois films. Mais alors Castello Branco, alors on connaît mal cet écrivain. Un livre de lui a été traduit en français, c'est Amour de perdition, qui avait été adapté par Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira avait également écrit un scénario et tourné un film qui s'appelle Le jour du désespoir, qui sont sur les derniers jours de Castello Branco, d'après sa correspondance, et il était un des personnages de Francisca. Ouais. Alors donc c'est un romancier important pour les Portugais, je crois, qui était en querelle avec Essa de Queiroz, qui sont les deux grands romanciers, et lui se rattache plutôt, c'est disons, peut-être entre Eugène Sue et Balzac, peut-être du côté d'Alexandre Dumas. Mais quelque part, il est un touche-à-tout, parce que la prose n'est pas facile. En portugais, c'est pas évident. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il a été peu traduit. C'est pas facile à rendre, ce côté à la fois populaire et savant. Mais au Portugal, on dit, il faut choisir soit Essa de Queiroz, on est queirozien, ou on est camilliste. C'est comme Flaubert contre Balzac. Exactement. Et là, Queiroz maintient la distance, il est critique envers les institutions, avec le côté conservateur, le catholicisme, tout ça. Castello Branco plonge dedans et il plonge avec enthousiasme. Il a été catholique. Tout ce côté, je le respecte dans les films, évidemment. C'est de la même manière que je respecte, j'ai beaucoup de respect pour le marxisme de Brecht et le catholicisme du théâtre espagnol. C'est idiot de chercher à changer la base idéologique qui finalement n'a pas beaucoup d'importance. On risque de détruire la totalité de l'œuvre. Donc là, je respectais son côté intégriste presque, il faut dire. Comme tout vrai catholique, il est mécréant. Il n'a jamais vraiment, je crois, pris tellement au sérieux les vérités catholiques. Mais par contre, les cérémonies, oui, il a rentré dans un couvent où il a profité pour voler quelques sœurs, s'échapper avec. Il a violé. Volé. Ah, volé, il les a enlevés. Kidnappé. Kidnappé, enlevé. Enlevé, oui. Volé à Dieu, je voulais dire. Et il s'est suicidé aussi. Et il s'est suicidé. Donc, son catholicisme est extrêmement contradictoire. Mais il s'est suicidé, histoire des filles aussi. Hein. Il était un peu âgé. Et comme toujours, il y a 15 versions de sa mort, enfin, des motivations, tout ça. Et les Portugais qui sont... où les secrets vont ensemble avec un extrême... os boatos, comerage. Avec les commérages, ça va ensemble. Et ils ont joué beaucoup avec les personnages de Castello Branco, avec tout son aspect frénétique. C'était quelqu'un qui gagnait sa vie, donc un écrivain qui écrivait pour maître. C'est-à-dire payer à la ligne. Hein, voilà. À la ligne, oui. Voilà. Moi, j'ai tendance à être moi-même plutôt camilliano, dans le sens il faut plonger prioritairement dans la mêlée, dans toutes les contradictions du pays sans qu'on ne comprend rien. Si on prend la distance, c'est vraiment trop facile. Cela dit, hein, c'est pas vrai que Essa de Queiroz prend toujours la distance. Là, je lisais dans un commerce. Je crois que c'est 1930, ça doit être le numéro 20 et quelques, 26 peut-être. La revue Commerce, oui. Oui, la revue Commerce, Paul Valéry. Valéry Larbaud raconte un roman de Essa de Queiroz. Il le raconte en disant, bon, de toute façon, on ne va jamais traduire ça, donc je vous le raconte. Et dans ce roman, c'est à la même démarche, je veux dire,
narrative de Camillo de Castelo Branco, c'est-à-dire il laisse apparaître les Deus ex machina de tous les feuilletons. Les choses doivent se passer comme ça doit continuer comme ça va être de pire en pire, etc. Et puis, soudainement, non. Les méchants deviennent pas bons, mais moins méchants, et ils deviennent surtout drôles. Et les personnages, finalement, ils assument leur tragédie, mais ils la prennent un peu avec une espèce d'humour. C'est très dépaysant pour quelqu'un qui est habitué à lire les feuilletons, par exemple, Le Mystère de Paris, où il y a vraiment c'est une machine pessimiste, une machine... Mais justement, à cause du titre, on pense à Eugène Sue, alors que le film il y a aussi un côté Dumas, il y a un côté aussi balzacien. Alors, c'est un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. On va à Lisbonne, on va à Paris, on va à Tanger, on va à Venise. Donc, il y a un grand voyage à travers l'Europe. Et en même temps, on voyage dans le temps, on se retrouve dans les guerres napoléoniennes, alors que l'intrigue se passe vers 1860. Donc, il y a sans arrêt des bifurcations. C'est aussi un roman à tiroir, avec énormément de récits à l'intérieur du récit, de personnages qui racontent. Vous aimez beaucoup la voix off aussi, le personnage qui raconte sa vie. Surtout en portugais. Voilà. La voix off en portuguais c'est le goût aussi j'aime la voix off en général, mais... C'est le goût des films noirs américains, des gens qui racontent pas vraiment. Mais peut-être, oui, peut-être... Mais j'aime bien la voix off en français aussi. Hein. J'aime moins, dans les films américains, les côtés grand sang, je ne sais pas comment le dire, les côtés... C'est la voix off des séries B. Que je l'aime moins, enfin, il est moins envoûtant que certains voix off de films, aucun me vient à l'esprit, mais... de films français et en portugais, effectivement, la voix off prend une espèce de dimension des rêves. Hein. C'est une langue, comment dire, qui a un discours implicite très fort, dans le sens qu'on dit constamment une chose pour une autre, au lieu de dire une autre. Il y a cache-cache, ce qu'on dit est masqué, il cache quelque chose. Personne est ce qu'il semble être, mais il n'a rien d'extraordinaire à cacher. Mais il y a surtout des choses à cacher, mais on dirait, en utilisant un proverbe qu'on dira, mais ça pourrait être portugais, tous les hommes ont quelque chose à cacher. Et le plus le secret est banal, le plus il sera inavouable. Quel est votre rapport à la culture portugaise? Puisque vous qui êtes de culture hispanique, le Chili, le voisin brésilien évidemment vient du Portugal, mais quelles sont les connexions qu'il y a entre vous? Alors évidemment, il y a un autre grand cinéaste qui est Manuel de Oliveira, qui est également comme vous un amateur de romanesque, un amateur de fantaisie, qui est totalement décalé par rapport au naturalisme qui domine le cinéma. Mais comment avez-vous vécu? Est-ce que c'est loin, dans le passé, votre rapport au Portugal? Et comment vous situez-vous par rapport à cette culture, à la langue elle-même, à la culture portugaise? Pour simplifier, je dirais que le Portugal m'a permis, après mon exil français, de créer un pont avec le Chili sans quitter la France. Le Portugal serait, comme qui dit, il est comparable au Chili par la taille du pays. C'est un petit pays. Et un petit pays quand même qui en même temps est un des plus grands empires. Il est resté jusqu'au 73. Non? Et donc, pour moi, le Portugal, il avait un aspect qui était comparable au Chili. Les petits pays, je crois que c'est Gombrowicz disait ça, les petits pays se communiquent comme les miroirs. Il y a une complicité entre petits pays. Bon, lui, il parlait de la Pologne, que c'est difficile à appeler un petit pays, mais pour lui, il avait cette idée, je sais toujours, j'étais impressionné par ça, parce que je sens aussi que moi, je me sens attiré par la Hollande, par les pays nordiques,
Au fond, c'est par les pays qui ne veulent pas bâtir un empire, qui ne veulent pas gagner, qui sont... Mais qui en bâtissent un en même temps. Mais que ça se passe pas si mal. L'Autriche, maintenant que devient un petit pays, il est moins sympathique que les autres, mais il est aussi fascinant comme petit pays plus que comme grand pays. Mais la langue portugaise, les sonorités de la langue. Mais la langue portugaise qui était bâtie, il faut le dire, contre l'espagnol quelque part. Hein. C'est le galaico-portugais, qui est une langue médiévale hein, que les Espagnols parlaient. Enfin, les chansons de Santa Maria, les cantigas Santa Maria, sont écrites en galaico-portugais. Mais les guerres successives d'indépendance du Portugal ont fait que la langue est devenue élusive, elle se cache. C'est une langue qui aime se cacher. Alors les gens disent tout le temps une chose pour une autre, ils disent pas tout à fait, ils disent pas clairement les choses, ils complètent pas. Et ça, je trouve que ça permet de faire des fictions qui débordent, pour reprendre l'expression de Robinson. Il permet que les images, quand on fait un dialogue ou une voix off sur des images, c'est l'image qui gagne, parce que la voix, les paroles, n'étant pas claires, n'annihilent pas, ne détruisent pas l'image. Ils la laissent respirer. Ça a l'air de rien, parce que évidemment, on a toute la tendance à croire au fond, on parle tous une même langue, il a des variétés, mais à propos d'Autriche, Karl Kraus parlait beaucoup du masque auditif, du masque sonore. La langue bâtisse ce masque sonore. C'est où on place les silences, les points de suspension. Et par ailleurs, la France, qui pratique un discours explicite, commence à devenir peu à peu implicite. Depuis les derniers 20 ans, je vois deux choses. Dans les interviews, dans les conversations avec mes amis en France. Une chose, c'est on dit de plus en plus les choses en passant. On pourrait parler, être je sais pas, à Marseille, dans un restaurant, et à un moment, quelqu'un peut me dire en passant, et d'ailleurs, je vais vous tuer, et je vous tuerai bientôt, mais ils le disent d'une telle manière qu'on ne prête pas attention. Et ça, c'est que normal, les Portugais n'aiment pas tuer, mais de dire des choses comme ça en passant, mais d'une telle manière que le discours n'a pas de centre. Il est flottant. Pour la poésie, c'est très bon. L'autre chose en France que j'ai constaté récemment, de plus en plus, les gens me demandent si je me sens français. Question impensable à l'époque où je commençais ici. C'est l'identité. D'ailleurs, oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que dans les interviews que j'ai eues, là, 4 fois on m'a demandé ça. Êtes-vous français? Vous sentez français ou chilien? Donc ce discours finalement imprègne oui, ce discours officiel imprègne la conversation. Et d'un coup la France doute de sa francité. Alors Raoul Ruiz, aussi, il y a peut-être un point commun entre Chili et Portugal, c'est l'océan. Parce que le Portugal est une nation maritime, avec de grands navigateurs, etc. Et vous êtes assez attiré par ça, puisque je crois que votre père était marin. Oui, mon grand-père aussi. Et on raconte, chez les marins, on raconte des histoires. Et vous avez tourné L'île au trésor, vous avez tourné Les Trois couronnes du matelot, etc. Donc la navigation... Littoral, que j'ai tourné au Chili, ça, on va en parler justement, Littoral, de cette mini-série. Donc, c'est des histoires de marins. Et ça a imprégné votre enfance, votre père, bien sûr. Marin? Oui, c'est une famille de conteurs. Mon grand-père était conteur. C'était marin aussi. Il avait été contremaître dans des bateaux à voile, les bateaux allemands, du Chili, qui faisaient la ligne Puerto Montt, Punta Arenas, je crois. Et donc, j'ai connu toutes ces histoires. Mais il y a aussi les histoires qu'on appelle des tierra adentro, de l'intérieur. Le Chili est plutôt va vers l'intérieur que vers la mer. Il tourne le dos à la mer quelque part.
Pas Valparaiso. Paradis, hein, ça c'est espagnol. L'Espagne construisait, bâtissait leur grande ville à l'intérieur. Il avait l'histoire des pirates, évidemment. Tous les ports n'étaient pas très sûrs. Donc les gens allaient vers la mer, vers la montagne, ils restaient à l'intérieur. Sans trop monter non plus. Donc ils sont ni montagnards ni maritimes. Mais la fascination de la mer existe, c'est clair. En tout cas dans mon cas. La ville des pirates est aussi un de vos autres films. Tout à fait, oui. Alors, Raoul Ruiz, j'aimerais donc parler un peu de cette adaptation qui est assez brillante, le scénario de Carlos Saboga qu'on vous a apporté, qui arrive à être relativement clair dans une masse extrêmement touffue et dans un roman qui lui-même... C'est 3 romans. Hein. 3 romans, enfin 3 volumes. 3 volumes. Et un seul roman, mais qui n'arrête pas de... 14 romans, je crois. Qui n'arrête pas de créer des personnages qui eux-mêmes racontent leurs propres histoires, etc. D'ailleurs, à la télévision, j'ai relevé qu'il y aura 6 épisodes. J'ai relevé les titres parce qu'on ne va pas entrer dans le détail de votre histoire parce que ça prendrait 6 heures, puisqu'il y a 6 épisodes d'ailleurs. Il y a L'Enfant sans nom, il y a Le Comte de Santa Barbara, il y a L'énigme du père Diniz, il y a les crimes d'Anacleta dos Remedios, qui d'ailleurs n'apparaît plus dans cette version au cinéma. Il y a Blanche de Montfort et enfin La vengeance de la duchesse de Cliton. D'ailleurs, les femmes, dans la deuxième partie du film, si on le divise en 2 parties, il y a un petit entracte, prennent de plus en plus d'importance. Au départ, c'est l'histoire d'un enfant trouvé, d'un orphelin, qui ne sait pas d'où il vient, qui est son père, et qui parle avec un prêtre, le père Diniz, qui est un peu le fil conducteur, qui est un personnage qui d'ailleurs... pourrait résumer tous les personnages, puisqu'il dit « J'ai eu d'autres noms et j'ai été d'autres hommes ». C'est 3 vies et une seule mort, votre film avec Mastroianni. Et c'est Fernando Pessoa aussi. 3 vies et une seule mort. C'est Fernando Pessoa, évidemment, aussi le grand écrivain portugais qui avait beaucoup d'hétéronymes, de pseudonymes, etc. Donc, les femmes prennent de plus en plus d'importance, mais au départ, il y a ce personnage du père Diniz, ce prêtre, qui va se donner les premiers souvenirs. Alors, je trouve que le scénario réussit à rendre, en tout cas, à la fois la complexité du récit, en même temps lui donne une architecture. Oui, les Pères Diniz va être au centre du prochain projet avec Paulo. Castelo Branco, après avoir écrit les mystères de Lisbonne, je suppose qu'il a eu un certain succès. Il a écrit un livre plus bref qui s'appelle Le livre noir du père Diniz, où il raconte l'histoire du père Diniz, et ça devient européen. C'est la prequel, si vous voulez. Oui, qui précède. Ça c'est pas qui la précède. séquelle, mais la préquelle. Oui. Et donc là, on apprend que le père Diniz a été un jeune homme aussi, qu'il a un peu la quête du père, mais il a surtout les vrais cataclysmes de la Révolution française et des guerres napoléoniennes, et des formations des nations, ou refondation des nations en Europe, européens, et donc dans le monde après. Et donc, de ce point de vue, politiquement, est assez fascinant. Le père Denis, c'est tout, hein. C'est un curé, c'est un curé, mais un curé très spécial. Il est comme ça existe au Portugal, il est franc-maçon aussi. Il est d'ailleurs dans une des scènes, très discrètement, il y a un symbole franc-maçon, catholique franc-maçon. Il y a la croix de Christ avec un triangle et un œil. Et ça existe dans un palais portugais à Quinta de Reguleiras, à Sintra. J'ai vu ce symbole dans la chapelle. Et donc, c'est un personnage que, bon, il y a une foule d'histoires d'amour, des femmes, histoires avec des sœurs dans des couvents, mais en même temps, il a été guerrier, il a été conseiller de Napoléon. Donc, une manière de dire,
Il est un peu comme Oliveira et Castelo Branco. Il croit que derrière tout événement important dans l'histoire de l'humanité a eu un Portugais un peu caché, qui est à moitié responsable. Vous savez, Christophe Colomb, d'après Emmanuel Oliveira, Christophe Colomb est portugais. Shakespeare est portugais. Hein? S'appelait un juif portugais qui s'appelait Jacques Pérez. Et voilà. Donc, au fond, et tout le monde assume au Portugal comme une blague nationale que tous les grands personnages de l'humanité sont portugais. Un peu comme l'encyclopédie soviétique à un moment aussi. Tout le monde avait inventé toutes les trouvailles, les inventions du monde venaient du RSS. C'est comme prestige des Hébreux d'Isaac Cardoso, qui lui était par contre portugais. Alors ce Carlos Saboga qui a écrit le scénario oui, il a écrit plusieurs scénarios en Portugal. Non, mais il est un métier étonnant. Et il est très flexible. Et il ne se vexe pas. Moi, j'ai écrit des scènes de passage sur des résumés. Et parfois, je dois les faire quand je vois, pendant les tournages, qu'il faut une scène supplémentaire. Évidemment, j'ai consulté, je parlais. Enfin, il faut un minimum de courtoisie dans ce métier. Enfin, un maximum, je dirais. Et donc, il y a tous ses vertus. Il connaît le Portugal. Il m'a fait connaître toute la complexité du Portugal moderne. Hein. Mais il y a des scènes qui ne figurent pas dans le roman que vous avez trouvé. Alors, je ne sais pas si c'est de vous ou de lui, mais par exemple, la chambre au secret du père Diniz que le c'est petit... ce qu'on appelle, et ça, c'est non, c'est moi qui l'ai écrit. C'est un peu, on pense un peu à Shining, c'est-à-dire c'est comme la chambre interdite de l'hôtel de Overlook. Exactement. C'est l'enfant qui ne doit pas pénétrer dans cette chambre que le père Diniz lui a interdit d'y entrer. Il a interdit à la portugaise, c'est-à-dire qu'il préfère pas. Mais une fois qu'il est là, il dit bon, je t'explique. Donc c'est la flexibilité, ce qui est une spécialité nationale. Alors vous avez eu aussi un autre collaborateur, alors que évidemment très important, parce que la photo est absolument sublime. Vraiment, c'est une des plus belles photos que j'ai vues depuis longtemps au cinéma. C'est celle de Andrzej Zankowski. Alors est-ce un Polonais caché en portugais ou un Portugais qui se cache sous un nom polonais? C'est un Brésilien. Ah, c'est un Brésilien. C'est un Brésilien. Il a 30 ans. Il est à peine 30 ans. Il n'avait jamais fait de long métrage. Mais il avait fait la pub, ce qui prouve que la pub ne tue pas toujours. Et il voulait faire du cinéma. Donc, on s'est très bien entendu. Comme il découvrait, il avait tout à gagner. Donc, après avoir... avec Paolo, on a testé tous les Paolo grands Franco, noms. votre producteur. Oui. Donc, d'un coup, Paolo dit, je préfère quelqu'un qui a tout à gagner et rien à perdre, que quelqu'un qui va être inquiet par des curriculums, parce qu'au début, ça ne se présentait que comme un feuilleton pour la télé portugaise, point. Ça a commencé peu à peu à prendre de l'envergure. Sauf pour Paolo, qu'il a toujours cru dans les films. Hein. Il a toujours cru que c'était son film, comme on dit, les films de sa vie. Mais en même temps, c'était aussi un peu le film de votre vie, parce que vous avez tourné ce film dans des conditions très difficiles. Vous étiez souffrant, et le film donne une impression extraordinaire d'invention, de vitalité, de contrôle. Ben, c'est ce qui arrive quand on n'est pas sûr de survivre. Il y a... Tout ça gagne en dramatisme. Ah, ouais, c'est évident. Hein, chaque jour est une conquête, pour ainsi dire. Je ne savais pas si allait tenir jusqu'à la fin du tournage. Et puis finalement, j'ai plus que tenu. Parce que comme tout s'est passé d'une manière tellement harmonieuse dans les tournages, c'est une vraie joie de voir des Portugais qui finalement peuvent jouer en portugais et non pas dans des langues bizarres où ils doivent changer. Portugais qui doit apprendre par cœur des textes en allemand,
en français. Français, on les parle moins qu'autrefois au Portugal. Et donc, ils perdent 80% de leur énergie. Donc là, j'ai gagné ça. Et c'est vrai que c'est un film un peu, pas aboutissement, parce que j'ai peur des aboutissements. D'ailleurs, j'ai fait un autre film entre-temps pour Beaubourg, un petit film autour des Jean-Paul Lévy, que je l'ai montré la semaine dernière à Beaubourg. Oui, le grand cinéaste de films scientifiques. Oui. 50 minutes, donc c'est un moyen métrage. Donc, d'accord que c'est, pour ainsi dire, un des films les plus importants que j'ai fait, mais j'entends pas m'arrêter. Alors, le film est tourné en digital, avec une caméra Genesis. La mythique caméra Genesis. Avant, vous utilisez la RED, comme Zoderberg, par exemple, qui dit beaucoup bien de la RED. Mais c'est pas très différent. Genesis, c'est plus miséricordieuse avec les comédiens. Mais ça dépend de comment elle travaille. Curieusement, André, l'opérateur, il était fasciné par les effets spéciaux en direct. C'est quand même une espèce de contresens quand on travaille en numérique. Mais la plupart des effets ont été faits sur place avec des cailloux, avec donc des lampes, d'objectifs spéciaux utilisés un peu à contre-emploi. Et ça marchait. Donc j'étais, de ce point de vue, pas très dépaysé. Mais en même temps, ce film est caractérisé par des plans-séquences extraordinaires. La plupart du temps, il n'y a pratiquement pas de gros plans. Vous utilisez le plan séquence avec aussi des mouvements de caméra. Il y a parfois des plans contemplatifs, mais l'essentiel, c'est une caméra très mobile qui tourne autour des personnages ou qui traverse des pièces. C'est une volonté pour les comédiens de garder peut-être une continuité du jeu et aussi... C'est ça, et c'est surtout que ça, étant donné les piquets de la photo, ça donne la possibilité de jouer avec l'espace, essentiellement avec les décors. Que donc on a le temps de les sentir. Le décor devient un personnage plus important que d'habitude. C'est pas le décor est là, maintenant on va voir la scène. Parce que les comédiens ne sont pas séparés du décor. Et l'effet que la caméra bouge et les comédiens bougent crée un jeu, une chose qui me travaille. Ça doit être un des films les plus théoriques que j'ai fait, je veux dire, où finalement j'ai eu le temps, l'envie et les soucis de prouver mes théories. C'est un peu un contresens. J'avais un peu peur de ça, de rendre le film plus théorique, mais finalement ça se voit pas, cet aspect-là. Mais moi, j'ai travaillé toujours, je voulais travailler, je travaillais pas toujours, justement, et avec l'idée je connais l'expression en anglais, involvement and detachment. L'implication et le détachement. C'est implication détachement, c'est Norbert Elias, qui joue avec cette expression, c'est-à-dire, dans un film, non? Il parle d'autre chose, pas des films, mais moi, dans un film, il y a un aspect contemplatif et un aspect où on rentre, donc fauvéique. Donc on est concentré sur l'action, sur le narratif. Si on tourne de cette manière, de la manière dont a été tourné ce film, on a les deux en même temps. Mais est-ce que, au fond, là, on revient peut-être à vos débuts, c'est-à-dire que souvent Brecht a été très mal interprété, où on en a fait un pur distanciateur, alors que chez Brecht, il y a aussi ce mouvement. Quand on voit Galiléo Galilei, il y a à la fois, on est touché par l'histoire de cet homme, et en même temps, on est détaché, c'est-à-dire qu'on prend du recul. Bien, l'expression là, parce que Norbert Elias est allemand, non? Il utilise l'expression Distanzierung. Donc, distanciation. Pas tout à fait celle des Brecht. En allemand, oui. Oui, non, mais elle utilise en allemand, Distanzierung, que l'autre. C'est la racine latine. Et je pense qu'il parle de distanciation dans le sens de contemplatif, pas la distanciation critique de Brecht.
Mais effectivement, Brecht, il a l'attitude critique. Il y a de l'émotion aussi chez Brecht, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Et aussi très intéressant dans ce film, c'est des touches très ruisiennes, c'est-à-dire par exemple ces plans totalement inattendus, soit surplombants, soit par exemple cette contre-plongée sur une table en verre où il y a des morceaux de papier qui se collent sur la surface du verre et que nous voyons d'en bas, ou bien ce reflet dans une tasse de café par exemple d'un personnage. Oui. Alors ce sont un peu des signatures, là. Oui, mais qu'on les croit ou pas, pour moi, c'est une manière de gagner du temps. Ce sont des plans, contre tout ce qu'on puisse penser, très économiques. Parce que l'effet des surprises et le temps qu'on prend à se reprendre fait que on peut faire on peut sauter des choses qu'on pourrait, de la cérémonie chant contre chant, du filmage ennuyeux, pour ainsi dire. Tandis qu'on met une image surprenante qui fait sautiller, et cette image permet de concentrer. Le film était, comme vous le savez, déjà un peu long, et là, il me fallait concentrer. Je pense à la tasse de thé surtout, que fait passer un dialogue, sinon ça aurait été un peu un tunnel. Mais c'est vrai que je n'abuse pas de ces images dans ce film. Alors Raoul Ruiz, vous dites que votre film est un de vos films les plus théoriques. Moi j'y verrais aussi en même temps, peut-être contradictoirement, un de vos films qui renoue avec le grand cinéma romanesque, avec les décors, avec des histoires, avec des personnages qu'on oublie un peu aujourd'hui. On est un peu dans le post-nouvelle vague, naturaliste, chronique quotidienne, etc. Et je crois que la musique de Jorge Arriagada participe de cela. C'est une musique magnifique, extrêmement symphonique, ample, comme on aurait pu la trouver chez Miklos Rossa ou à Hollywood. Tout à fait. Et la musique, la base de la musique est Freitas Branco, un autre Branco. C'est les musiciens portugais post-romantiques, pour ainsi dire. Et lui, il a développé le thème central, Freitas Branco, le deuxième mouvement de la deuxième symphonie. Mais pour dire renouer avec le romanesque, justement, mon point de départ est pourquoi et à quel moment on a perdu l'essence du romanesque dans le cinéma contemporain. Donc quand je parle de théorie, je parle pas de théorie d'avant-garde. Hein. Je suis devenu très achronique et antichronique même. Il a cette expression survivance, Nachleben, qui fait qu'il y a des éléments soi-disant archaïques et qu'on peut ressusciter indirectement, comme le feuilleton, comme le romanesque. On dit ça se fait plus. Je sais pas pourquoi ça se fait plus. C'est arbitraire de dire les choses, de dire ces choses comme ça. Les cinémas les plus riches théoriquement sont certains films américains comme pour moi, pour le moment, je passe par des étapes. Pour le moment, c'est Winchester 73, le film qui me surprend le plus d'un point de vue théorique. Le film d'Anthony Mann, le western d'Anthony Mann. Raoul Ruiz, il y a aussi évidemment la participation française, parce qu'il y a la deuxième partie est beaucoup parlée en français. Vous avez toute la jeune génération, Léa Seydoux, vous avez Clotilde M, et puis votre Melville Poupeau, qui est un peu votre acteur fétiche. Vous avez fait jouer quand il avait 5-6 ans au départ. C'est surtout un copain. Hein. Voilà. Donc il y a toute une partie française, Malik Zidi, qui ont participé à ce film. Oui, en suivant toujours Castelo Branco, que ça se passe en France. Et les personnages liés à la France, les personnages Dini, c'est plus français que portugais. Il est né en Italie, il a passé pratiquement toute sa vie d'enfant et d'adolescent en France, et puis il est rentré au Portugal, où il est devenu curé, et à la fin, on parle de lui en disant qu'il est parti vers l'Inde, en Orient. Moi, je préfère les voir dans une phalanstère au sud du Chili.
Et alors, il y a aussi, alors, dans ce romanesque, il y a ces lieux incroyables où vous avez pu tourner, parce que je ne sais pas où vous avez tourné, je connais mal Lisbonne, mais en tout cas, il y a des palais, il y a des maisons splendides, et puis il y a aussi à l'intérieur de ces palais des perspectives, c'est-à-dire que souvent les scènes se passent devant une porte à moitié ouverte, où il y a une servante qui écoute ce qui est en train de se passer. Il y a toujours quelque chose, il y a des fenêtres, il y a une série de choses qui interposent entre le regard par rapport à la scène elle-même, et puis il y a aussi ce théâtre, ce petit théâtre de l'enfance où des personnages en carton sont vus. C'est un peu l'idée shakespearienne du théâtre mundi, du théâtre. La vie est une scène, le monde est une scène. C'est vrai. Moi, je ne vois que les questions techniques tant que moi. C'est normal, j'ai réalisé le film. Et pour moi, c'était une manière de créer cette incertitude que cet enfant qu'on voit à la fin, qu'on a vu au début, qui racontait l'histoire, et d'un coup il est à la fin. Est-ce que peut-être il a imaginé, rêvé tout ça avant de mourir enfant, et donc tout ça sont des projections pour ainsi dire, ou est-ce que vraiment il a vécu tout ça et au moment de sa mort, il revient à l'enfance? On laisse cette double lecture, et le théâtre me permettait de rendre tout ça plus crédible. C'est comme la lanterne magique qu'utilise souvent Bergman. Et surtout, d'un point de vue économique, c'est très convenable. Chaque fois qu'on n'a pas d'argent, on met le théâtre, on met la scène et on va raconter l'histoire. Mais vous avez aussi ces décors naturels extraordinaires. Ah mais oui, non mais c'est là, je veux dire, il faut que je rende hommage à une certaine laïcité portugaise. Sont tous ces couvents et ces palais qu'on était réquisitionnés après Salazar et qu'on a mis à disposition à notre disposition pour le tournage. L'État était cette fois-ci très généreux. Sans ça, le film aurait coûté une fortune. Enfin, beaucoup plus cher. Alors il y a une chose qui m'intrigue, c'est que vous avez parlé à un moment, pas dans cet entretien, mais dans un autre, vous dites dans ce livre, tout est toujours remis en cause et c'est la figure de style de l'anagnorisis. C'est quoi l'anagnorisis? Mon fils, dans les mélodrames, la reconnaissance, c'est une expression des écrivains de feuilletons, c'est vrai. Vaguement grec. Une histoire où deux personnages se reconnaissent. L'un est le père, l'autre le fils, ils ne le savaient pas. Ils étaient au point de se battre. Enfin, ça, c'est ce genre de situation.